Hello, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Comme je vous le disais la dernière fois, quand j'ai réfléchi à faire cette chaîne sur l'entrepreneuriat, j'ai immédiatement essayé de réfléchir à différents concepts qui me permettraient de parler d'entrepreneuriat mais avec des angles différents. Le premier concept, c'est tout simplement de vous partager mon expérience personnelle, ma propre aventure entrepreneuriale, donc avec une mini-série que j'ai appelée 1 million, où je vous partage donc mon expérience personnelle de 0 € de chiffre d'affaires à, je l'espère, peut-être un jour 1 million d'euros. Le deuxième concept, c'est tout simplement le type de vidéo que vous avez pu voir la semaine passée avec la vidéo sur Airbnb. En une dizaine de minutes, j'essaye de vous raconter ce qu'on pourrait appeler donc une success story, comment une entreprise qu'aujourd'hui normalement tout le monde connaît a pu réussir, et en vous racontant cette histoire, j'essaye notamment d'appuyer sur les périodes un petit peu plus compliquées, notamment les échecs que cette entreprise a pu connaître avant de rencontrer le succès qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui donc, troisième concept, le but est extrêmement simple, c'est tout simplement d'essayer de répondre à une question qu'un entrepreneur s'est forcément déjà posée ou va se poser dans son aventure entrepreneuriale, et pour faire cela, je vais essayer de me baser sur la petite expérience que j'ai et aussi sur les choses que j'ai tout simplement pu apprendre. Vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va tout simplement essayer de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer si une idée est bonne ou mauvaise. So far we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says it could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week already. Juste avant de commencer, par contre, je voulais remercier Clara P qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo, donc la vidéo Airbnb, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous mets d'ailleurs une petite fiche. Et donc Clara m'a dit très propre la vidéo, merci beaucoup Clara, mais essaye de mettre une petite musique de fond parce que c'est quand même assez long. Ça me fait super plaisir d'avoir des retours, merci beaucoup, surtout en plus quand ils sont pertinents, je suis complètement d'accord avec ça. Donc bah, écoute Clara, je t'écoute et voilà. Je ne sais pas si la musique te plaira, mais en tout cas j'ajoute une musique. Alors avant de savoir si son idée est bonne ou mauvaise, je sais qu'il y en a sans doute parmi vous qui se disent oui mais enfin, avant de savoir si c'est bon ou mauvais, enfin, déjà comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée? Alors c'est pas le thème de cette vidéo, mais je vais, comme ça c'est quand même globalement à peu près le même sujet, je vais quand même essayer de vous donner différents éléments qui, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée mais qui savent qu'ils aimeraient potentiellement monter un business, comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver une idée qui peut vous correspondre et être intéressante pour vous. Alors de manière très rapide, il y a plusieurs pistes que vous pouvez explorer, tout simplement déjà en partant de vos compétences, donc qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc vos compétences c'est un point, qu'est-ce que vous aimez, c'en est un autre. Partir de ce que vous aimez, c'est pas forcément là où vous êtes le plus compétent, mais en tout cas c'est quelque chose que vous aimez faire et vous pouvez potentiellement vous améliorer et développer un business autour de ça. Ensuite, il y a autre chose, c'est tout simplement qu'est-ce que vous voudriez faire. Donc là, c'est à peu près similaire sur ces 3 premiers points. Sinon, en 4, vous pouvez partir d'une problématique. Vous êtes peut-être confronté, vous avez remarqué, vous avez été confronté à une problématique et vous n'avez pas trouvé de solution satisfaisante par rapport à cette problématique-là. Donc, vous avez peut-être une solution à apporter qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Un 5e point pour essayer de trouver une idée sympa, c'est tout simplement, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais ce que j'appelle la transposition. Transposition, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, vous faites un voyage dans un pays, vous vous rendez compte que là-bas, il y a quelque chose de génial qui n'existe pas en France ou qui n'existe pas dans un autre pays, et bien tout simplement, vous venez calquer ce business-là pour l'adapter dans un autre pays. La transposition, ça va aussi marcher d'un type d'entreprise à un autre. C'est pas que d'un pays à un autre. Par exemple, il peut y avoir une technologie ou, je sais pas moi, quelque chose qui existe dans un secteur mais qui n'existe pas dans l'autre, et du coup vous pouvez récupérer voilà, quelque chose de pertinent dans un secteur pour le transposer dans un autre où là ça pourrait carrément devenir révolutionnaire. On peut notamment citer un petit exemple pour illustrer ça. Vous savez que Apple n'a pas inventé l'informatique. L'informatique existait bien avant Apple. Avant Apple, il y avait déjà IBM qui était tout simplement le leader incontesté au niveau mondial, qui avait développé de nombreux ordinateurs, mais IBM ne s'adressait qu'aux professionnels. C'était pas ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des ordinateurs, c'est plus des sortes de gros calculateurs qui aidaient différentes entreprises à réaliser tout simplement des opérations. Et IBM, à aucun moment, n'a pensé à développer à partir de leur technologie pour la développer et l'amener au grand public. Et c'est exactement là-dessus que Steve Jobs et son ami Steve Wozniak se sont
accès. Tout simplement de se dire là il y a quelque chose de génial qui existe, si on arrive à prendre cette techno-là, à l'adapter pour la faire rentrer dans une petite boîte, faire tout simplement ce qu'ils ont appelé après derrière l'ordinateur personnel, et qu'on arrive à mettre un ordinateur personnel dans chacun des foyers, il y a un business qui peut être monstrueux. Donc voilà, ils ont fait tout simplement, ils ont pris quelque chose qui existait déjà. Alors après il y a eu évidemment beaucoup de développement, ils ont ajouté tout un tas de choses qui ont fait que c'était du coup attrayant pour les ménages, mais en tout cas voilà, ils sont inspirés de quelque chose et ils l'ont mis dans un autre secteur avec une autre cible, et ça a été une révolution quoi, tout simplement. Le 6e point que vous pouvez explorer pour essayer de trouver une idée, c'est le plus compliqué, mais c'est aussi évidemment celui qui est celui qui propose le meilleur retour sur investissement, on va dire ça comme ça, tout simplement la rupture. La rupture, c'est partir sur quelque chose qui n'existe pas et essayer de l'imposer quoi. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, mais c'est ce type de risque-là qui derrière amène les plus grosses réussites. Créer une rupture, c'est tout simplement Airbnb, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est Uber, c'est Facebook, c'est ce genre d'entreprises qui viennent créer un nouveau besoin. Maintenant qu'on a vu différentes pistes pour voir comment vous pouvez essayer de trouver une idée, on va donc rentrer dans le cœur de cette vidéo et savoir comment vous pouvez essayer d'évaluer votre idée en 4 points. Premier point, et certainement le plus important, c'est tout simplement de vous demander quel problème vous venez résoudre. Que le problème soit existant, connu, pas connu, peu importe, mais il faut vraiment que votre solution, votre idée résolve un problème. Je vais essayer à chaque fois d'illustrer ce que je vous dis avec des petits exemples. Donc là, par exemple, on peut prendre l'exemple de Kindle. Kindle, vous savez, c'est les tablettes de lecture. Donc on peut se demander quel problème vient résoudre Kindle. C'est plutôt assez évident. Imaginez quelqu'un qui aime voyager et qui aime lire. Quelqu'un qui apporte toujours des bouquins avec soi. Cette personne-là, elle est extrêmement limitée. Si elle part en voyage, si elle part en week-end ou elle part je ne sais pas trop où. Imaginons que cette personne-là prenne un sac à dos. Elle peut emporter 2, 3, 4 livres. Mais voilà, pas plus, sinon ça devient évidemment très encombrant. Et bien avec Kindle, cette personne-là va voir sa vie tout simplement changer, puisque avec un objet qui est 2 fois plus fin qu'un livre et qui n'est pas plus grand, cette personne-là va pouvoir emporter des milliers de livres qu'elle va pouvoir consulter à tout moment avec un encombrement minimum. Voilà donc pour l'illustration, un problème, une solution, efficacité, simple, net et précis. On passe maintenant au point numéro 2 qui est aussi extrêmement important, c'est tout simplement de vous poser la question de savoir est-ce que des gens sont prêts à payer pour votre idée. Et là on va essayer de faire très rapide parce qu'il n'y a pas 50 millions de savoir si des gens sont prêts à payer ou pas. Vous aurez beau élaborer toutes les théories du monde, élaborer toutes les hypothèses du monde, il n'y a qu'une seule chose qui va vous permettre de savoir réellement si les gens sont prêts à payer oui ou non. Et cette chose-là, c'est le MVP, le Minimum Viable Product. Traduit littéralement, ça fait tout simplement produit minimum viable. Le MVP, si vous voulez, c'est tout simplement la première version, une version simplifiée de votre produit. C'est un produit ou de votre solution, de votre idée, peu importe, de ce que vous avez développé. Voilà, c'est une version simplifiée que vous allez pouvoir développer rapidement. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Je pense que j'y reviendrai peut-être plus tard dans une autre vidéo. C'est l'erreur basique de beaucoup d'entrepreneurs, c'est une erreur que j'ai fait, l'erreur tout simplement de passer trop de temps, beaucoup trop de temps, des jours, des semaines, des mois, voire même pour certains des années à développer quelque chose sans jamais se confronter au marché. Le risque quand vous faites ça, c'est tout simplement que tant que vous n'êtes pas confronté au marché, vous n'avez pas pu avoir directement les retours du marché, potentiellement vous développez votre truc pendant des mois, des années, sans être sûr qu'il y ait au final un retour à la fin, sans être sûr que vous soyez dans la bonne direction. Plutôt vous arrivez à sortir votre MVP, plutôt vous confrontez au marché et plutôt il va se passer 2 choses. La première, c'est que vous allez avoir des retours. Ces retours, ces feedbacks donc vont vous permettre tout simplement de vous aligner, de dire par rapport à ce qu'on avait prévu, en fonction des retours qu'on a, c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut aller pour vraiment taper dans le mille. Et le deuxième point, c'est tout simplement que ça va vous permettre de développer votre entreprise pas à pas, en prenant en compte les retours et d'y aller progressivement, toujours en étant assuré d'être dans la bonne direction et d'être, on va dire, en alignement avec les clients, les prospects que vous visez. Là encore, je vais essayer de vous illustrer ça avec un exemple, et donc je vais prendre l'exemple de Uber. Uber, c'est une société aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est une société qui est valorisée plusieurs dizaines de milliards, et Uber, ils ont sorti un MVP très tôt pour tester leur business. Uber, on a tendance à l'oublier quand on parle d'entreprises qui sont énormes comme ça, on a l'impression qu'elles ont toujours été comme ça, mais il y a déjà aujourd'hui pas mal de temps, Uber n'avait strictement rien à voir avec l'application et le service que vous pouvez connaître aujourd'hui. Uber, comme beaucoup de startups américaines, ils sont nés à San Francisco. Et donc à partir du moment où ils ont eu l'idée et qu'ils ont commencé à travailler sur leur projet, rapidement, comme je vous le disais, ils ont voulu se confronter au marché et donc ils ont sorti une première application. Cette application n'avait strictement rien à voir avec l'application Uber que vous connaissez aujourd'hui. Elle avait même pas le 10e
des fonctionnalités que l'application Uber a actuellement, mais cette application était fonctionnelle. Et au début, c'est tout simplement les fondateurs d'Uber qui l'utilisaient eux-mêmes. Voilà, c'était vraiment la première step. Puis à partir du moment où ça fonctionnait, qu'ils étaient plus ou moins satisfaits, ils l'ont progressivement étendu à d'autres personnes. Au point, alors ça pourrait paraître complètement délirant aujourd'hui en parlant de Uber, mais au tout début, donc une fois qu'ils avaient passé l'étape, on va dire, du test entre eux et qu'ils ont essayé de déployer leur application, et bien pour avoir accès à l'application Uber, il fallait tout simplement envoyer un mail au fondateur de Uber pour dire voilà, j'ai vu votre truc, ça paraît intéressant, est-ce que je peux moi aussi tester votre application? Vous envoyez un mail directement perso au fondateur de Uber, il vous mettez dans le truc et vous pouviez du coup tester cette application. Alors comme je vous dis, il n'y avait pas le 10e des fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui. Pour réserver un Uber, il fallait envoyer un SMS. Voilà, ça avait strictement rien à voir. Mais petit à petit, en partant de ça, donc au début les fondateurs, puis après des gens qui leur envoyaient des mails, qui testaient l'application, le service, qui leur faisait quelques retours. Puis après, ils ont élargi à tout San Francisco. Après, ils ont élargi à d'autres villes américaines. Et voilà, puis après, on est dans le même type d'entreprise que Facebook, une ville, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis un autre pays. Et puis aujourd'hui, ça donne l'entreprise que vous connaissez aujourd'hui. Mais si Uber avait cherché à développer l'application qu'ils ont aujourd'hui, alors déjà, potentiellement, ils y seraient peut-être jamais arrivés, mais surtout qu'ils auraient peut-être bossé pendant des années dans une direction complètement opposée à l'entreprise qu'ils sont aujourd'hui. Et peut-être qu'ils auraient donc jamais rencontré le succès qu'ils ont aujourd'hui. On va maintenant passer au point numéro 3, c'est tout simplement celui de la concurrence. Alors la concurrence, c'est extrêmement simple. Deux possibilités. Soit il y a la concurrence, soit il n'y en a pas. Dans le cas où vous avez la concurrence, la question que vous allez devoir vous poser, c'est donc savoir comment vous allez pouvoir vous différencier, qu'est-ce qui va faire votre force, quelle plus-value vous allez pouvoir amener aux clients de ce business-là pour vous démarquer et pouvoir potentiellement récupérer quelques parts de marché du business en question. Maintenant, on va parler du deuxième cas, s'il n'y a pas de concurrent. Alors là, il y a deux cas de figure possibles. Un qui est très probable et un qui est un peu plus improbable. Le cas improbable, c'est tout simplement que vous soyez tombé sur une idée du siècle, on peut dire. Alors, idée du siècle ou une idée comme on en a une tous les 10 ans ou une tous les 20 ans. Tout simplement une idée auquel personne n'a pensé, ou alors des gens y ont pensé, mais personne n'a franchi le pas du développement. Vous êtes vraiment sur une idée exceptionnelle, vous êtes sur le prochain Facebook ou le prochain Airbnb, et c'est quelque chose de fou, mais la probabilité pour que vous soyez là-dessus, étant donné qu'aujourd'hui on est 7 milliards, je sais pas, quasiment 7 milliards, cette probabilité-là, je pense qu'elle n'est pas plus élevé que 1%. Malheureusement, s'il n'y a pas de concurrence, vous avez plus de chances que ça soit le deuxième cas de figure, qui veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de business. Alors soit il n'y a pas du tout de marché, voilà. Soit des entreprises ont peut-être essayé ce business-là, mais se sont cassés la gueule et font qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Mais voilà, à partir du moment où il n'y a pas de concurrent, il faut vraiment faire très attention avant de vous dire que votre idée est tout de suite révolutionnaire et exceptionnelle. Et pour illustrer ça, j'ai envie de citer Idriss Aberkan, qui cite lui-même Schopenhauer. Schopenhauer, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le gars qui dit que chaque révolution passe nécessairement par 3 étapes. D'abord, c'est ridicule, ensuite, c'est dangereux, ensuite, c'est évident. Et Idriss, quand il cite ça dans sa conférence, j'aime beaucoup, parce que cette petite phrase qu'il ajoute en plus après ridicule, dangereux, évident, où il lui dit que nécessairement toute idée révolutionnaire est à un moment donné ridicule, mais que par contre toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et enfin, pour terminer, 4e point, est-ce que votre idée peut être évolutive ou pas? Et ça, c'est vraiment super important, parce que vous pouvez cocher les 3 points qu'on a vus avant, mais par contre, si ce 4e là il passe pas, vous allez vraiment être bridé au niveau de votre business. Je vais essayer d'illustrer ça très rapidement avec un exemple. Imaginons quelqu'un qui veut développer un business autour de cours, quelqu'un qui donnerait des cours. Donc on va se poser la question, est-ce que j'apporte une solution à un problème, à un besoin? Donc oui, voilà, je vais apporter telle connaissance, tel cours à telle personne qui recherche à s'éduquer, à s'informer sur ce problème-là. Donc le premier point, c'est bon. Est-ce que je vais pouvoir être payé pour ça? On imagine qu'il y a d'autres personnes autour qui le font, et donc il y a d'autres personnes, d'autres clients qui payent déjà pour ce type de prestations, donc ça valide aussi le point numéro 2. Au niveau de la concurrence, on imagine que la personne va se démarquer parce qu'elle va apporter un service un petit peu particulier, qu'elle va peut-être se déplacer à domicile, elle va apporter 2-3 petites choses qui vont permettre du coup de se démarquer et de récupérer quelque part de marché, donc c'est aussi validé pour le point numéro 3. Mais du coup, pour le point numéro 4, qui est est-ce que c'est évolutif? Donc admettons que cette personne donne on va dire 2 cours le matin, 2 cours l'après-midi, tous les jours, donc 4 cours par jour, tous les jours, et que ça rapporte à cette personne-là, disons 1500 € par mois.
Et ben, je pense que vous avez tout de suite cerné le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour se développer et pour gagner plus. Parce qu'on va dire que cette personne elle donne 4 cours par jour, 7 jours sur 7, et qu'elle gagne 1500 € et qu'elle aimerait développer son business. Mais comment on fait? On ne peut pas ajouter une journée supplémentaire à la semaine. Disons qu'en forçant un petit peu, au lieu de faire 4 cours par jour, elle en fera 5 ou elle en fera 6, mais voilà, très rapidement, on est limité. C'est ça, vous posez la question de savoir si votre business est évolutif ou pas. En faisant ce business-là, eh ben, vous serez tout simplement bridé extrêmement rapidement. Donc voilà l'intérêt de vous poser cette question-là avant de commencer vraiment à travailler sur votre business, parce que là, quelqu'un qui ferait ça se retrouverait vraiment très rapidement bloqué en mode je fais 15 heures par jour, comment je fais pour faire plus? Mais c'est pas possible, au bout d'un moment, on peut pas travailler 24 heures sur 24, donc c'est impossible. C'est en amont, en réfléchissant à votre business, qu'il faut tout simplement essayer de l'adapter de manière à ce qu'il puisse être plus évolutif et être aussi périn dans le temps. Et mettons que cette personne-là veuille donner des cours de russe, est-ce que la solution, ça serait pas tout simplement de créer une chaîne YouTube où la personne dispense des cours gratuitement de russe. En parallèle de ça, cette personne-là crée une formation avec une dizaine ou une vingtaine ou une cinquantaine même de vidéos qui apprennent les bases du russe. Et donc, elle essaye de vendre sa formation à des personnes qui seraient intéressées, qui voudraient aller plus loin par rapport à sa chaîne YouTube. Alors là, on est vraiment sur un truc complètement hypothétique, il ne faut pas voir le fond, mais juste voilà, au niveau de la structuration, comment ça se passerait? Cette personne-là, son boulot, ça serait plus de donner des cours en one-one, ce serait tout simplement de faire des vidéos pour capter un maximum de personnes sur sa chaîne YouTube, à qui, derrière, elle pourrait vendre un programme de formation. Et ce business model-là fait que cette personne-là pourrait faire 1000 € de chiffre d'affaires par mois parce qu'elle va vendre, je dis n'importe quoi, une dizaine de formations, mais elle pourrait aussi très bien faire 1 million € de chiffre d'affaires par mois parce que à partir du moment où son métier c'est juste de faire des vidéos, derrière les formations que les gens achètent et qui sont donc rémunérateurs par rapport à son business, et du coup qu'il y ait une personne, 10, 100 ou 1000 ou 1 million de personnes qui achètent sa formation par mois, ça ne changera strictement rien et elle pourra du coup avoir une vision sur le long terme avec un objectif de croissance et de développement. Voilà, je suis désolé, je ne sais pas si j'ai été très clair pour le dernier point. En tout cas, si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre en commentaire. Voilà, des remarques, des suggestions pour améliorer mes vidéos. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'en tiens compte. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et aussi à activer les notifications. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera donc le 4e concept. Je vous prépare quelque chose de plutôt sympathique. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire à quelles questions vous aimeriez que je réponde dans la prochaine vidéo de ce type-là. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Dim. Ciao!